c'est un événement qui a été ouvert aux adhérents de la PACOM, d'Aquinum et du Club de la Presse. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien la PACOM, même si je doute que ce soit le cas, mais enfin, bon, c'est l'association des professionnels de la communication en Nouvelle-Aquitaine. Et dans cette association, il y a de nombreuses commissions, dont les ateliers web, qui ont pour vocation de vulgariser tous les sujets liés aux réseaux sociaux, aux pratiques du digital, aux nouvelles tendances. Qui ont pour but vraiment de découvrir ces sujets de manière très pratico-pratique. Alors aujourd'hui, on est en ligne, donc c'est moins évident que quand on est au Node, où on peut faire les choses voilà, tous ensemble autour de la table. Mais on va essayer avec Léa de faire en sorte que ce soit le plus évident pour vous. C'est un atelier qui a été co-créé avec une autre commission de la PACOM, qui est la commission Com Avenir. Donc, je vais laisser Julie Barbic se présenter et présenter la commission. Et juste avant, je voulais revenir sur le fait qu'on va vous demander de, comme vous l'avez quasiment tous fait, de couper vos micros et vos caméras pour que ce soit le plus fluide possible en termes de bande passante. Et si vous avez des questions, ce sera dans le chat et Léa qui anime cet atelier, dont je reviendrai sur son parcours un peu après. C'est elle qui ira regarder dans le chat pour répondre à toutes vos questions. Donc, Julie, je te laisse présenter la commission. D'accord. Là, c'est sur moi, là? Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je fais partie de la commission Com Avenir et notre commission, elle a en fait pour but de sensibiliser les adhérents aux enjeux du développement durable afin de les inciter à pratiquer une communication plus responsable. Et je vais laisser la parole à Léa qui va donc nous expliquer comment pratiquer un numérique plus responsable au quotidien. Alors, bonsoir à toutes et tous. Moi, je suis ravie de l'invitation de la PACOM et des deux commissions, donc la commission web et la commission Com Avenir, pour l'organisation de cet atelier qui a donné suite à une première conférence qu'il y avait eu il y a quelques mois concernant la sobriété numérique. Et donc, cet atelier fait un petit peu suite. Donc, pas d'inquiétude. Je vais reprendre dans une première partie tout ce qui avait été un petit peu dit sur cette conférence et ensuite on enchaînera sur quelque chose de très pratique avec des conseils sur les bonnes pratiques du web éco-responsable. Comme tout web éco-responsable, donc je vais couper ma caméra. On s'est un petit peu vu tout de suite. Je reviendrai à la fin en face à face parce que c'est quand même beaucoup plus agréable. C'est déjà pas évident d'animer ce type d'atelier en visio, mais bon, la conjoncture veut ça, donc on s'adapte. Comme ça a été expliqué, vous avez une petite fenêtre chat ou converser en fonction de la version Zoom. Donc ne pas hésiter à me poser vos questions au fur et à mesure. Je ferai des pauses entre chaque partie pour lire les questions, répondre quand ça concerne la partie. Si la réponse doit être portée plus tard dans une autre partie, donc je vous l'indiquerai et on prendra un temps à la fin pour ceux qui souhaitent rester un petit peu plus pour répondre à toutes vos questions un petit peu longues et qui n'étaient pas spécialement prévues sur cette présentation. Alors, donc ce soir, c'est un atelier pratique sobriété numérique. Donc comment pratiquer un numérique responsable au quotidien. Pour la petite présentation, donc My Little Change, c'est un centre de formation qui est spécialisé en environnement, spécifiquement en tout ce qui touche à la démarche zéro déchet pour les structures professionnelles, qu'elles soient publiques, privées ou associatives, la sobriété numérique et la santé environnement. Donc ça c'est moi, c'est Léa, donc je suis consultante et conseillère en formation. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour pour ça. Pour ce soir, donc, nous allons revoir très rapidement les chiffres clés de la pollution du numérique. Je vous explique en quelques mots les raisons pour lesquelles on revient dessus. Peut-être que parmi vous, certains n'ont pas assisté à la première partie de la conférence, mais c'est aussi pour mettre l'accent
sur où est la vraie pollution et pouvoir agir de la manière la plus efficace sur cette pollution du numérique. Bien évidemment, on va essayer d'expliquer ce qu'est la sobriété numérique. On en entend beaucoup parler. Tout le monde, voilà, c'est pas évident de comprendre ce que ça représente. On va réduire l'impact du numérique au quotidien. Donc là, je vais vous donner des pistes, des réflexions, des espèces de petites to-do list à appliquer, vous expliquer voilà, pourquoi elles ont été faites dans cette logique. Enfin, je vous donnerai quelques conseils et des sources pour aller plus loin si vous le souhaitez, approfondir cette thématique de la sobriété du numérique et de la pollution qui est générée. Et on prendra un petit temps d'échange à la fin. Alors, je regarde en même temps le chat. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Donc, tant qu'il n'y a pas de questions, j'avance. Et puis, je ferai une pause régulièrement pour voir si, entre-temps, il y a des petites choses qui vous reviennent. Alors, la pollution du numérique. Cette slide, je pense que c'est la plus importante si vous devez retenir une seule chose de ce petit moment qu'on passe ensemble. C'est que 60 à 80% de la pollution du numérique est générée par le matériel et par les terminaux. Voilà, ça c'est vraiment la chose qu'il faut s'ancrer profondément dans l'esprit. On est nombreux à lutter pour que cette information vraiment circule, hein, parce qu'elle a beaucoup de mal à circuler. Aujourd'hui, même les grands médias mainstream commencent à parler de pollution numérique. Donc, dans un sens, ça nous fait plaisir parce qu'on dit, tiens, ils s'emparent du sujet. C'est intéressant, on va faire de l'information, on va faire de la prévention, de la sensibilisation. Et en réalité, on se rend compte de toutes les thématiques qui touchent à la pollution numérique, ils se sont focalisés sur une donnée, qui est l'email, ou la donnée data qui peut circuler sur le digital, et ils squeezent complètement la pollution qui est générée par le matériel, alors que c'est là qu'il faut agir en priorité, parce que c'est ce qui pollue le plus en réalité. Donc je vous ai donné deux petits exemples parce que c'est les plus parlants, hein. Tout le monde, a priori, surtout vous dans le cadre de votre activité professionnelle, vous avez au moins un smartphone et au moins un ordinateur, voire plusieurs. Donc la fabrication d'un ordinateur de 2 kg, donc c'est 800 kg de matière qui sont mobilisées. Donc ça va être de la terre qui va être remuée pour trouver les métaux rares, les plastiques. Je ne parle même pas de l'eau qui est utilisée du coup pour pouvoir extraire ces métaux rares. Et sur les 124 kg donc c'est 124 kg de CO2 qui sont générés sur les 169 que va émettre votre ordinateur sur tout le cycle de sa vie. Donc voilà, donc c'est sur la phase de fabrication que le plus gros de la pollution se fait. Sur un smartphone, par exemple, c'est la production qui représente 90% de son empreinte énergétique, contre seulement 10% de l'alimentation qui vient du chargement de la batterie. Donc juste pour vous donner une idée, en fait, quand vous achetez un ordinateur ou un téléphone neuf, je précise bien le neuf, vous n'avez pas fini de le déballer, qu'en réalité, vous en êtes déjà à 90% de la pollution qu'il aurait pu générer sur tout son cycle de vie. Voilà, c'est vraiment la chose la plus importante à retenir, puisque tous les autres conseils, les éco-gestes qu'on peut, les conseils qu'on peut prodiguer sur l'utilisation, c'est réellement une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau, alors ça a son impact, hein, parce que du coup, il y a 10 à 20% de pollution qui est due à l'usage, aux utilisations. Bien évidemment, il y a des usages qui sont plus polluants que d'autres, on va les voir. Mais déjà, agir sur son matériel, c'est déjà agir beaucoup. Voilà. C'est vraiment lutter contre la pollution du numérique. Les Français changent en moyenne de smartphone tous les 2 ans, en sachant que dans 88% des cas, il fonctionne encore. Voilà. Dans 20%, alors 20%, c'est la part des déchets numériques qui sont collectés au niveau mondial, qu'on réalise que c'est vraiment pas énorme. En France, par exemple, c'est 49% pour les portables et on peut aller jusqu'à 95% sur les ordinateurs. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est collecter ne signifie pas recycler. D'une part parce qu'il y a certains composés qui sont très très difficiles à recycler, notamment parce qu'ils sont tout petits, hein, les métaux qui sont collés les uns aux autres.
On sait que les assemblages métaux-plastiques, c'est très très compliqué aussi à défaire et à recycler. Donc déjà, collecter les matériaux, c'est déjà une chose. Les recycler, c'est encore une autre question. Donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui dans la pollution du matériel de sa fabrication jusqu'à la fin de sa vie. En ce qui concerne le bilan énergétique, donc dans la fabrication des terminaux, on a environ 45% du bilan énergétique total du numérique. Voilà, qu'on a à peu près à égale consommation. Entre le moment où on fabrique, on est à peu près à 45% du bilan énergétique et l'utilisation, c'est un petit peu plus, c'est 55% de la facture. Ce qui nécessite beaucoup d'énergie, donc c'est forcément les ordinateurs, les smartphones et les téléviseurs, essentiellement les téléviseurs connectés qui se multiplient de plus en plus ces dernières années. Quant à l'utilisation des terminaux, donc on a besoin de beaucoup d'énergie pour recharger nos smartphones, nos ordinateurs, nos téléviseurs, en sachant qu'avec le boom des objets connectés, donc là je ne fais pas un débat sur la 5G, mais c'est des choses qui vont venir amplifier cette facture-là, qui vont venir amplifier ce bilan-là et l'alourdir. Donc c'est 20% de tout ce qui est consommé aujourd'hui dans l'usage du numérique. 19% c'est les fameux centres de données, les data centers. Donc pour vous donner un exemple, c'est le disque dur de votre ordinateur multiplié par des millions. Donc c'est des millions de disques durs qui sont stockés dans des hangars entiers. On en a des villes entières, notamment dans la Silicon Valley. On appelle ça même des fermes à data center. Il y en a aussi en France. Et aujourd'hui, ces data centers sont climatisés, puisque comme tout ordinateur, ça chauffe. Et on a besoin de les climatiser H24, 7 jours sur 7, pour éviter une surchauffe. Donc ça représente 19% de la consommation qui est générée par l'usage numérique. Et enfin, les réseaux, puisque le numérique, ça a beau avoir l'air dématérialisé, si on n'a pas un réseau physique derrière, ça ne fonctionne pas. S'il n'y a pas des antennes relais, si pour avoir de la fibre chez vous, c'est un câble, hein, c'est quelque chose qui est très concret, qui passe à travers les murs de votre maison, dans votre quartier. Voilà. Donc, et tout ce réseau-là nécessite d'être alimenté en électricité, tout simplement. En France, alors, on va commencer déjà au niveau mondial. Donc, le numérique représente 10% de la consommation électrique mondiale, qui est vraiment dédiée que pour le numérique. Aujourd'hui, ils sont responsables de 3,7% des émissions à gaz à effet de serre. Donc, c'est l'équivalent de l'aviation civile en 2020. C'est aussi l'équivalent d'un pays comme la Russie. Voilà. Le numérique connaît une croissance exponentielle, ça on l'a vu, et ça augmente de 8% tous les ans. C'est vraiment pas sur le point de ralentir. En France, donc on a 10% de notre électricité qui est 100% dédiée au data center. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute la production d'électricité qu'on peut avoir en France, on perd quand même 10% juste pour pouvoir conserver des données dans des fermes, dans des hangars, dans des disques durs. Le réseau mobile consomme 10 fois plus d'énergie que le réseau fixe. Donc ça, c'est une donnée qui est importante. On le verra après sur la petite checklist des bons gestes à adopter. Puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas anodin d'aller sur Internet avec son téléphone, plutôt que de le faire chez soi, soit branché directement en Ethernet à votre box, soit même en Wi-Fi. Wi-Fi, ça consomme toujours un petit peu plus, mais ce sera toujours moins impactant que d'utiliser votre téléphone. Sur les usages, aujourd'hui, l'usage qui est le plus inquiétant, c'est la vidéo. La vidéo, aujourd'hui, c'est 1% des émissions mondiales des gaz à effet de serre. 1% des émissions mondiales, c'est l'équivalent de la consommation de l'Espagne sur un an. C'est assez inquiétant. Il y a eu un article, il y a eu un dossier dans l'Alternative économique de janvier 2020, justement sur le numérique, la face cachée. Et ils ont repris cette citation de Reed Hastings, donc le fondateur de Netflix, qui disait qu'aujourd'hui, clairement,
Voilà, ces grosses plateformes du numérique sont en compétition avec le sommeil. Leur objectif aujourd'hui, c'est de vous garder connecté le plus longtemps possible. On sait que la vidéo est actuellement le média qui engage le plus, qui vous capte le plus. Et ben, par conséquent, on multiplie tous les canaux vidéo pour gagner de l'engagement. Et malheureusement, la vidéo, c'est ce qui pollue le plus. Donc ça représente 75% du trafic mondial sur Internet, tout usage confondu. Et ça devrait atteindre 82% des données en 2022. Concernant la qualité de la vidéo, parce que y a vidéo et vidéo, forcément, en fonction de la qualité, ça pollue plus ou moins. La HD pèse aujourd'hui environ 4 fois plus qu'une qualité standard, en sachant que l'ultra haute qualité, la UHQ, qui est déjà commercialisée, hein, donc c'est pas un mythe, c'est pas une projection dans le futur, ça existe déjà. Elle multiplie par 3 le poids des données transportées par an par la HD. Donc voilà. Donc plus on va dans de l'ultra qualité, plus on consomme et plus la facture énergétique s'alourdit. Les derniers chiffres que je vais vous donner, c'est pour les emails. Donc c'est vrai que, comme je vous le disais en introduction, les médias parlent beaucoup de pollution numérique, ça fait plaisir, sauf qu'ils se focalisent essentiellement sur les emails. La plupart du temps, quand on en parle autour de soi, on parle du numérique qui pollue. 95%, en tout cas moi des retours que j'ai, c'est oui, effectivement les emails ça pollue. Voilà, donc je voulais vraiment recentrer le débat là-dessus, que les choses soient claires une bonne fois pour toutes. Les emails, certes, comme tout usage numérique, polluent, mais c'est vraiment l'usage le moins polluant aujourd'hui qui existe. Voilà, donc si ça peut vous aider à vous déculpabiliser parce que vous avez des boîtes mail qui débordent, c'est pas très grave. Alors ça ne veut pas dire que les mails n'ont aucun impact. Là, je vous donne quelques chiffres. Mais simplement, ce n'est pas l'usage, si vous voulez vraiment agir contre la pollution du numérique, il y a beaucoup plus efficace que de passer des heures à vider votre boîte mail. Ce qui est dommageable par contre, c'est que 80% des emails ne sont jamais ouverts. 33, c'est le nombre d'emails qui sont envoyés en moyenne par jour par un salarié d'une entreprise de moins de 100 personnes en France, en sachant que 95%, je crois, des entreprises en France ont moins de 250 salariés. Voilà, ça vous donne une petite idée. Et c'est l'équivalent en émissions de CO2 de 1000 km parcourus en voiture. Un email avec une pièce jointe d'1 mégaoctet, c'est 19 grammes de CO2 qui est émis. 10 milliards, c'est le nombre d'emails envoyés toutes les heures. Donc c'est l'équivalent de 4000 tonnes de pétrole. Ou la production de 15 centrales nucléaires en 1 heure. Donc voilà. Alors le dernier chiffre, il est compliqué à prononcer. Donc c'est 126 milliards 813 millions 600 000. C'est le nombre de bouteilles d'1 litre de CO2 émises par heure à cause des emails. Donc oui, les emails ont un impact. Les emails vont avoir un impact, on en parlera tout à l'heure sur la checklist, plus sur la sobriété. C'est pas le fait de vider votre mail qui aura un impact, mais peut-être de réfléchir avant d'envoyer des mails qui peut-être ne seront jamais lus. Alors, je vais regarder si nous avons des questions sur cette première partie chiffres. Le but, c'est de ne pas m'étendre parce que des chiffres, on peut en trouver beaucoup plus. C'était juste de contextualiser, effectivement la pollution qui est générée par les mails, par les usages comme la vidéo, par les terminaux et le matériel. Et pour vraiment se rendre compte, voilà, c'est pas pour vous déprimer, parce que je sais qu'en général, quand on voit les chiffres et qui sont un petit peu affolants, quand on les voit comme ça, le but c'est vraiment de réaliser que le numérique, ça pollue, ça a un impact, que ce soit sur les gaz à effet de serre, sur l'eau aussi, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, notamment sur la consommation électrique. Aujourd'hui en France, on a la chance ou pas d'être en nucléaire. D'autres pays ne le sont pas. Aujourd'hui, je crois que sur toute la planète, on est encore à 38% de ressources
électrique carboné, donc c'est du charbon, donc ça vient des dérivés de pétrole. Donc tout le monde n'est pas au nucléaire, et le nucléaire, c'est pas non plus la solution miracle, puisque par exemple en France, pour 1 kWh d'électricité produite, il faut 4 litres d'eau pour réfrigérer les centrales, en sachant que c'est de l'eau douce en général qui est prélevée. C'est de l'eau qui ressort de ces centrales à très haute température et qui est rejetée dans les cours d'eau. Donc il y a un impact assez fort sur la faune, la flore. Et je ne parle même pas des déchets, bien évidemment, nucléaires qui sont aujourd'hui enterrés parce qu'on ne sait pas quoi en faire. L'extraction de l'uranium et des autres métaux dont on a besoin pour produire ce nucléaire. Donc voilà, donc c'est pas non plus, quand on compare les chiffres entre le nucléaire et le pas nucléaire, voilà, je pense pas qu'aujourd'hui on ait de solution miracle à proposer, mais ça a aussi un impact, c'est un impact sur l'eau et pour nos centrales et dans l'extraction des métaux lourds, puisqu'on utilise beaucoup d'eau quand on extrait des métaux lourds. Tout simplement pour les filtrer, pour nettoyer. Donc voilà, ça a un réel impact. Je regarde s'il y a des questions sur la partie chiffres. Hop. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc je continue, et puis s'il y en a d'autres, si vous avez d'autres questions qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas à les poser sur la petite fenêtre de conversation. Du coup, la solution réelle de la pollution du numérique, c'est la sobriété. Donc ce ne sont pas les éco-gestes, ce ne sont pas des checklists, même si là on va en parler quand même pour vous donner des orientations sur les bons gestes à adopter. Mais la vraie solution, c'est la sobriété numérique, et la sobriété numérique, c'est une philosophie plus qu'une solution technique. Je crois que Frédéric Bordage en parle aussi. Donc Frédéric Bordage, donc c'est le fondateur du collectif Green IT, donc ça fait 15 ans qu'il travaille sur ces questions de pollution numérique. Il le définit assez bien dans un de ses derniers guides que je vous conseille fortement, donc l'éco-conception web, les 115 bonnes pratiques, et il explique que chaque octet a un impact dans le monde réel. En fait, s'imaginer que le numérique, c'est du dématérialisé, que ça n'existe pas et que parce qu'on n'imprime pas de papier, on lit des mails, qu'on ne pollue pas, c'est un petit peu, c'est complètement erroné, puisque derrière le numérique, de toute façon, il vous faut un terminal pour vous connecter. Donc, si vous n'avez pas d'ordinateur, si vous n'avez pas de smartphone, si vous n'avez pas de cuvette de toilette connectée ou de réfrigérateur connecté, par exemple, puisqu'aujourd'hui ça existe, vous ne pouvez pas vous connecter à Internet. Si vos terminaux ne sont pas rechargés, parce qu'ils ont besoin de batterie, vous ne pouvez pas vous connecter à Internet. Et puis Internet, c'est aussi une infrastructure lourde. C'est des câbles qui passent sous les océans, qui passent dans les villes, dans les rues, des antennes relais. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très très réel et qui n'est pas complètement dématérialisé. La deuxième définition que propose le Shift Project, donc c'est un think tank qui fait beaucoup d'études, qui réfléchit beaucoup sur toutes les questions de la sobriété numérique, des pollutions, qui interpelle les politiques et qui essaye aussi débloquer les choses au niveau institutionnel, parce qu'il n'y a que comme ça que les choses bougent réellement. Donc c'est acheter les équipements les moins puissants possibles, les changer les moins souvent possible et réduire les usages énergivores superflus. Donc ça résume assez bien cette philosophie de la sobriété numérique. Des notions qu'on retrouve aussi, c'est l'efficience. Donc c'est un composant important donc, qui permet de mesurer effectivement la performance, c'est-à-dire qu'on optimise la consommation des ressources utilisées dans la production d'un résultat. Donc elle peut être matérielle et elle peut se mesurer à partir des résultats obtenus en fonction des ressources utilisées. On parle beaucoup de low-tech aussi ou de basse technologie. Donc c'est en opposition effectivement au high-tech. Et c'est un ensemble de techniques qui sont simples, pratiques, économiques et populaires, qui peut faire par exemple appel au recyclage de machines qui sont tombées en désuétude. Le low content, on en parle de plus en plus, notamment sur tout ce qui touche à la communication digitale sur les réseaux sociaux. C'est publier moins mais mieux. Voilà. Donc on est vraiment dans une autre philosophie de l'efficacité,
de l'efficience du coup et du qualitatif. Donc la sobriété, c'est aussi je vais vers la qualité. Si je dois utiliser un produit, c'est parce qu'il va me permettre d'arriver au plus vite à mon résultat et de mobiliser le moins de ressources possible. Je fais une petite pause sur ces deux parties-là. Est-ce que vous avez des questions sur les chiffres, des questions, des remarques? Hop. Je vais revenir en visio. Alors, je regarde si j'ai des interactions. Pas de questions, je vous ai perdu, je vous ai déprimé. Donc n'hésitez pas à utiliser la messagerie s'il y a quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a des marques qui se sont positionnées sur ce créneau? Concernant le matériel, oui, tout à fait. Donc vous avez, notamment sur les téléphones, vous avez le Fairphone. D'ailleurs, ils viennent de sortir le Fairphone 3 Plus, si je ne me trompe pas. Et dans la philosophie, effectivement, c'est d'avoir un téléphone qui est fabriqué à base de matériaux recyclés au maximum. L'objectif, c'est de le faire durer le plus longtemps possible et de pouvoir changer les pièces uniquement si elles tombent en panne ou si on veut, si on veut évoluer sur un service, on a besoin d'une caméra plus performante, on n'est pas obligé de changer tout le téléphone et on a la possibilité de changer uniquement l'outil sur le téléphone. Alors, c'est tout de même l'an 1 du téléphone. Alors oui, le Fairphone, c'est pas la solution. Pour l'instant, effectivement, c'est assez expérimental, quoique les nouvelles versions sont quand même beaucoup plus performantes. Les toutes premières, voilà, pour un usage professionnel jusqu'ici, j'ai pas de retour sur les dernières versions. Effectivement, pour un usage professionnel, ça peut être délicat. Si toute votre vie tient dans votre téléphone, que vous êtes notamment un freelance ou un entrepreneur nomade, comme c'est mon cas par exemple, je ne peux pas me permettre de ne pas avoir un téléphone qui fonctionne et d'avoir tous mes outils dessus. Alors, c'est quand même intéressant d'avoir ce type de produit qui se développe. Et plus ils se développeront, plus on peut les encourager et plus ils arriveront à augmenter en efficacité. Mais on part de loin. Après, c'est intéressant d'avoir ce type de produit. Sinon, en marque, il y a des marques, par exemple, sur le matériel qui vont durer un petit peu plus longtemps, qui sont un petit peu plus performantes et plus solides. Après, ça dépend de l'usage que vous en faites. Bien évidemment, si vous avez juste besoin de consulter vos mails, il n'y a pas non, là, on parle clairement de sobriété. Vous n'avez pas besoin d'acheter un ordinateur neuf et hyper performant parce que vous n'aurez pas forcément l'utilité. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Bénédicte? Parfait. Bon, on va continuer du coup sur les éco-gestes. Et pareil, je referai de retour ici pour voir si vous avez d'autres questions. Et puis de toute façon, on prendra en fin de présentation un temps pour voir vos retours ou vos impressions. Et puis s'il y a des questions qui vous viennent d'ici là. Alors, réduire l'impact. Donc le premier geste fort voilà, si vous voulez vraiment passer au numérique responsable, c'est de travailler sur vos équipements. Travailler sur vos équipements, c'est d'abord vous poser les bonnes questions. Quels sont vos besoins réels à vous? Voilà, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin aujourd'hui pour travailler correctement avec mes clients. C'est pas le besoin à la mode, c'est pas le fait de se dire tout le monde est sur telle marque d'ordinateur, il faut que je le prenne. Non, c'est vraiment réfléchir sur vos besoins réels. Très important pour le choix du matériel, est-ce que vous avez réellement besoin de neuf? Aujourd'hui, vous pouvez avoir du reconditionné.
Et vous pouvez même avoir du reconditionné qui est garanti. Vous avez des plateformes qui font ça, il y a Back Market, il y a beaucoup de services aujourd'hui. Vous avez même des informaticiens qui proposent du matériel reformaté et reconditionné sous garantie. Voilà. Donc, si vous n'avez pas besoin d'un usage très spécifique, je peux comprendre qu'un ingénieur ou un web designer voilà, qui a une spécificité, qui a besoin d'avoir le dernier ordinateur, le dernier logiciel, je l'entends. Par contre, pour l'entrepreneur lambda qui consulte juste ses mails, c'est pas forcément utile. Donc à ce moment-là, peut-être pas acheter du neuf, peut-être plutôt acheter de l'occasion, reconditionné. On peut trouver des excellents produits. Ensuite, votre objectif, ça va être de faire durer votre terminal le plus longtemps possible. Vous n'êtes pas obligé de le changer tous les 2 ans s'il fonctionne. Vous pouvez le réparer s'il tombe en panne. Faire attention aussi aux connectiques, tout ce qui est port USB, faire attention aux câbles de la batterie. Des fois, c'est des petits détails qui s'abîment à l'usage parce qu'on ne fait pas forcément attention. Et du coup, la réparation, ça coûte quasiment plus cher que de racheter un ordinateur. On en prend soin. C'est la même chose pour le téléphone. Faire aussi le point sur tous les appareils que vous avez. Est-ce que vous avez besoin d'en avoir autant ? Est-ce que si vous avez un téléphone, une tablette, un ordinateur fixe, un ordinateur portable, enfin voilà, vraiment faire un inventaire de ce que vous avez aujourd'hui en terminaux et vous poser la question, qu'est-ce que vous utilisez réellement ? Et ensuite, pourquoi vous les changez ? La dernière fois que vous les avez changés et petit à petit, commencez à changer vos habitudes. Donc si votre téléphone tient encore, même si la nouvelle version est sortie, vous n'êtes pas obligé tout de suite, peut-être attendre 6 mois, 1 an. Hop, j'essaye de récupérer. Je vais aller regarder la question après. Donc voilà, donc sur le matériel, on le choisit aussi le plus sobre possible. Et puis, il y a des fioritures qui ne sont pas forcément nécessaires. Déjà, ça va vous coûter moins cher. Et l'objectif, c'est son efficacité. On n'en a pas parlé, il y a aussi le problème de l'obsolescence des logiciels qui, au bout d'un moment, font ramer votre téléphone, vous ne pouvez plus faire de mise à jour et c'est la même chose sur les ordinateurs. Donc ça, c'est vraiment un gros souci aujourd'hui quand on parle du matériel, c'est d'avoir des terminaux qui soient les plus sobres et qui permettent de lire un petit peu tout type de logiciel. Et c'est aussi un travail, vous, en tant que consommateur, en tant que professionnel, peut-être de discuter avec les fabricants ou les concepteurs des logiciels pour leur demander des logiciels plus légers, avec uniquement vos besoins. Donc ça permettrait aussi de faire garder vos téléphones, de faire garder vos ordinateurs plus longtemps. Donc on parle beaucoup d'éco-conception. L'éco-conception, c'est aussi avoir un site web éco-conçu, c'est-à-dire qui sera plus accessible, quelle que soit la vétusté entre guillemets de votre ordinateur. Et ça va être un site léger qu'on peut lire sans avoir à alourdir sa connexion ou sans avoir besoin d'un ordinateur très performant. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un terme qui existe, qui s'appelle un obésiciel. C'est une contraction entre obèse et logiciel, puisqu'aujourd'hui, les logiciels qu'on nous vend sont de plus en plus lourds et les mises à jour alourdissent encore plus les logiciels. Je vais juste aller voir si je peux avoir accès à la question. Non, j'ai regardé tout à l'heure, après cette partie. Voilà, donc le choix du matériel, c'est vraiment le plus important et essayer de le garder le plus longtemps possible. Alors là, je vais en reparler, mais c'est la question effectivement que pose l'arrivée de la 5G, puisque tous vos matériaux, tous vos terminaux actuels sont en 4G et ne pourront pas être connectés en 5G. Donc c'est vraiment aussi un petit peu le souci de cette obsolescence, puisque pour avoir la 5G, il va falloir changer tous nos appareils, si on veut la 5G bien sûr. Et du coup, si ça se trouve, il y a des personnes qui viennent d'acheter un téléphone 4G et qui vont au bout de 6 mois le changer pour acheter un téléphone 5G. Voilà pour la petite parenthèse. Et enfin, réduire l'impact des équipements, c'est réduire sa consommation d'énergie. Donc ça, c'est des gestes simples. C'est comme éteindre la lumière quand on sort d'une pièce. C'est un petit peu pareil.
Mais aujourd'hui, la consommation énergétique, comme on l'a vu dans la première partie, c'est 55% du poids de la facture énergétique. Donc si on fait un petit peu attention, on paramètre les veilles, hein, les modes économie d'énergie, on passe en mode sombre, ça permet d'économiser les lumières, hein, puisque les LED ou de votre écran, c'est des petites ampoules, et plus c'est sombre et moins ça consomme d'énergie, tout simplement. Pensez à mettre les ordinateurs en veille et les éteindre quand on a fini. Donc pas le réflexe de je ferme le portable et puis je le rouvre le lendemain matin alors qu'il est toujours allumé. On essaye de paramétrer les écrans pour qu'ils fonctionnent de manière économe. On évite le fond d'écran avec les animations parce que c'est de la vidéo et ça consomme de l'énergie. On limite les programmes, les onglets ouverts en même temps. Et puis sur les téléphones, pensez à désactiver GPS, Wi-Fi et Bluetooth quand vous n'en avez pas utilité. Notamment quand vous rechargez votre téléphone, si vous n'avez pas besoin, vous le mettez en mode avion. Donc déjà, il va recharger beaucoup plus vite et il consommera beaucoup moins d'énergie à la recharge. Je termine sur les équipements et ensuite j'irai voir s'il y avait des questions. Tout ce qui est imprimante et photocopieur, parce qu'au final, on en utilise encore beaucoup, y compris si vous n'en avez pas chez vous, dans les espaces de coworking par exemple. Donc on pense bien à les paramétrer. Aujourd'hui, il y a des paramètres qui sont vraiment intéressants, qui permettent des mises en veille rapides. Si vous avez des photocopies à faire, vous évitez d'utiliser l'impression. C'est beaucoup plus économique de photocopier que de lancer une nouvelle impression. Et bien évidemment, on éteint juste après avoir utilisé, on allume juste avant. Donc ça, c'est du bon sens, mais c'est des petits gestes qu'on a tendance à oublier au quotidien. Enfin, un autre impact qui n'est pas en rapport avec l'énergie, mais qui est en rapport avec l'éco-responsabilité. Donc on pense à privilégier le rechargeable et à recycler tout ce qui est encre, cartouche, tonnerre. Si on doit imprimer, on fait attention aux aplats de couleurs, on supprime les photos inutiles, les publicités avant impression. Si vous n'avez pas utilité à avoir une impression en print ou en catalogue client, on pense au mode brouillon, noir et blanc, en recto verso. Et bien sûr, on essaye au maximum de faire collecter les cartouches d'encre, les tonnerres, les faire remplir. Donc, il y a aujourd'hui de nombreuses sociétés qui le font, et les faire recycler en fin de vie. Ça, c'est vraiment très important pour... surtout qu'aujourd'hui, même les imprimeurs, tout ce qui est imprimeur, tout ce qui est fabricant de photocopieurs, d'imprimantes, ils ont des chartes et des ISO, vous pouvez aller voir. Vous avez vraiment la possibilité d'aller jusqu'au bout de l'éco-responsabilité avec les encres végétales, le recyclage. Donc ça, c'est un des domaines qui est très en avance sur tout ce qui est action éco-responsable. Je vais repasser là et je vais répondre à vos questions. Est-ce qu'il existe des labels ? Alors, en termes de labels, donc j'imagine que c'est pour le matériel. Oui, je vais vous sortir les labels. Alors, sur les ordinateurs, sur les terminaux, il n'y en a pas vraiment. J'essaye de regarder sur mes labels éco-responsables. Sur les ordinateurs, je regarde ça. Donc non, il n'y a pas vraiment de label. Vous avez effectivement des marques qui se positionnent comme le Fairphone, mais aujourd'hui, il n'y a pas, il n'y a pas un estampillage éco-responsable. Et s'il existe, il faudrait voir qui l'a produit et qui l'a certifié et sur quels critères. Est-ce que c'est fabriqué en matériaux éco-responsables? Est-ce que c'est parce qu'il consomme moins d'énergie? Il faudrait se poser la question. Mais aujourd'hui, il n'existe pas vraiment de label. Ne faut-il pas être sur Linux pour ça? Alors Linux, c'est en fait c'est un système d'exploitation qui est libre. Les systèmes d'exploitation libres ne signifient pas forcément éco-responsable. C'est comme les moteurs de recherche comme Quant qui
protègent la donnée, mais qui ne sont pas forcément éco-responsables. Protection de données ou logiciel libre, c'est vraiment deux choses différentes. Alors bien évidemment, ils ont plus de réflexion, donc il y en a qui tendent vers de l'éco-responsabilité. Effectivement, les Linux, par exemple, vous avez des paramétrages qui sont beaucoup plus intéressants parce que beaucoup moins lourds. Donc, vous pouvez vraiment choisir les options nécessaires pour vos usages. Donc, ça peut être une solution. Maintenant, c'est pas ouvert. Faut avoir un minimum de connaissances. Donc, je sais qu'il y a énormément de forums qui permettent d'appréhender les Linux facilement. Mais pour une personne lambda qui n'a pas spécialement de connaissances en informatique, malheureusement, elle ne va pas aller naturellement vers le Linux. Ou une personne âgée, le numérique, il y a aussi la fracture du numérique, il ne faut pas l'oublier. Il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont pas fait le pas, même des jeunes. Et c'est vrai, pour eux déjà, c'est un énorme pas. Alors, commencer à leur expliquer Linux et comment ça fonctionne, ça peut être compliqué. Mais effectivement, si vous y connaissez un minimum, avoir ce type de j'ai perdu mon mot, ce type de programme pour votre ordinateur, plutôt que d'être sur Microsoft et de pouvoir choisir ce qu'il vous faut, ça peut largement... Oui, effectivement, il y a Ubuntu aussi, c'est très accessible, mais parce que c'est accessible si vous y connaissez un minimum en informatique. Une personne âgée qui est obligée d'utiliser son ordinateur aujourd'hui parce que tous les services publics sont dématérialisés, on ne va pas lui demander d'aller sur Linux ou Ubuntu. Voilà, donc je pense qu'il y a aussi... tout le monde n'est pas prêt à ça, mais c'est effectivement une solution pour pouvoir être plus éco-responsable et avoir un matériel et de logiciel beaucoup plus léger et beaucoup plus efficace. Est-ce que vous aviez d'autres questions sur le matériel avant qu'on parle à usage et utilisation? Bon, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Alors, on va continuer. Hop, je vais juste supprimer ma caméra. Alors, l'impact des usages. Comme vous l'avez compris, l'usage le plus polluant aujourd'hui, c'est la vidéo. Donc, s'il y a vraiment un point sur lequel vous concentrez si vous voulez travailler sur la question de l'usage, c'est la vidéo. C'est une vraie remise en question, notamment pour les métiers de la communication, j'en ai bien conscience. Surtout que de plus en plus sur les réseaux sociaux, comme on l'a vu, la vidéo, c'est un moyen, c'est un média qui engage. Et aujourd'hui, tout a tendance à aller vers la vidéo, que ce soit sur Instagram avec les stories. Tout le monde s'y met, il y a les Reels maintenant, vous avez même sur LinkedIn, maintenant vous avez la possibilité de faire des stories. Tout va dans le sens vidéo et malheureusement, c'est ce qui pollue le plus. Donc c'est un peu, on est un peu dans, c'est compliqué de faire des choix. Je vais pas vous dire de ne pas faire de vidéo, c'est pas la question, mais là vraiment de réfléchir sobriété avant de publier une vidéo, vous dire est-ce qu'elle a une utilité, se poser la question, le publier mieux pour publier moins, vaut mieux en faire une qui est qualitative, qui est réfléchie avec une stratégie de communication, plutôt que de publier 5, 6, 10 vidéos juste pour publier de la vidéo. Voilà, là vraiment sur les usages, on est vraiment sur de la sobriété et de la remise en question sur nos comportements. Les supports vidéo, uniquement si nécessaire. Comme là en visioconférence, en télétravail, on n'est pas obligé d'allumer les vidéos, donc déjà on gagne en bande passante, donc la connexion est beaucoup plus fluide et on n'est pas obligé de se voir tout le temps, même si je sais que c'est pas évident, qu'on est tous loin des autres, que beaucoup ont souffert du confinement et qu'il y a besoin de reconnexion humaine. Il faut peut-être trouver autre chose que de la vidéo, pour le coup. Éviter de visionner des vidéos sur les réseaux mobiles. Comme on l'a vu, le réseau mobile, ça consomme 10 fois plus qu'un réseau fixe. Alors si voilà, je sais qu'il y a des fans de Netflix qui peuvent regarder ça pendant des heures. Je ne vous dis pas d'arrêter, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais simplement peut-être le faire au bon moment et avec les bons terminaux. Faites-le chez vous, même en Wi-Fi, ou sur votre téléviseur connecté avec votre fibre ou votre box en filaire.
Simplement, éviter de le faire en 4G. Voilà, c'est vraiment cibler les usages vidéo qui polluent le plus aujourd'hui dans vos usages au quotidien. Voilà, on évite de le faire en 4G dans le tram parce qu'on y est pendant 5 minutes et qu'on va se regarder YouTube pendant 5 minutes, quoi. On évite l'envoi des données vidéo et on privilégie le partage de liens. Donc là, sur les mails, je vais y venir juste après. Pareil, on évite d'envoyer des vidéos entières en pièces jointes. C'est ce qui alourdit le plus, c'est ce qui pollue le plus. Donc on va plutôt privilégier un lien qu'on partage et la personne peut aller cliquer sur le lien pour voir la vidéo. Concernant les requêtes web, on va au plus court, au plus simple. Alors ces usages-là, mis à part la vidéo, c'est vraiment des usages, c'est des bons gestes à adopter. Mais sincèrement, c'est pas ce qui va sauver la planète, hein, on est bien d'accord. Le plus important, c'est de travailler sur les terminaux, acheter le moins de matériel possible neuf, le garder le plus longtemps possible et en fin de vie, lui trouver une solution de recyclage. Là, les requêtes web, si vous ne le faites pas, alors certes, ça consomme effectivement un petit peu de données, ça consomme un petit peu d'électricité, mais c'est pas l'usage le plus flagrant. Bon, je vous le mets quand même parce que y a des bonnes habitudes à garder. Faut pas sous-estimer le pouvoir de l'éco-geste. Mais voilà, ne nous leurrons pas, c'est pas ce qui aura le plus gros impact. Donc on va directement sur le site recherché, on fait des recherches précises, on ferme les onglets non utilisés et on utilise plutôt les flèches de la barre d'adresse ou quand vous êtes sur un site, sur le retour, vous avez toujours un fléchage et une construction des sites qui évite de revenir, voilà, de solliciter le serveur en permanence. Là, pareil, c'est de la sobriété. C'est si je vais sur Internet, pourquoi j'y vais? Est-ce que c'est parce que je m'ennuie et que je vais googliser tous mes copains de lycée? Bon, c'est peut-être pas utile. Voilà, là, pour le coup, vous polluez pour rien. Si c'est pour le travail et que vous avez besoin de faire une recherche en particulier, essayez de cibler au maximum. Si vous savez que l'information se trouve sur un site, allez directement sur le site. Évitez le comment changer la batterie de ma voiture. Voilà, essayez d'être le plus précis possible dans vos requêtes et d'être sobre, d'y aller vraiment quand on en a besoin. Concernant le stockage des données, on trie ces données stockées. Bien évidemment, on essaie de stocker au maximum en local, plus que tout ce qui est cloud, tout ce qui est les petits nuages magiques où on peut mettre plein de données. C'est ces fameux clouds qui sont dans les data centers et qu'on réfrigit matin, midi et soir. Voilà. Peut-être réfléchir, est-ce que cette donnée a réellement besoin d'être stockée? Peut-être vous mettre un planning et vous dire une fois par mois, une fois tous les 2 mois, tous les 3 mois, je refais un tri et je supprime toutes ces données qui n'ont pas utilité. Et bien évidemment, tout ce qui est éco-conception des sites internet, ça permet, comme on le disait, de faciliter les navigations et bien évidemment d'avoir un minimum de données stockées. Alors, je vois qu'il y a des questions. Hop, et je vais aller y répondre. Alors, vive les podcasts. J'y pensais à l'instant. Alors oui, effectivement, je pense très très sincèrement que l'avenir est à la voix. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit la radio pour avoir les infos, et effectivement les podcasts, c'est pour moi c'est vraiment l'avenir. Si on est dans le tram et qu'on s'ennuie, soit prendre un livre, hein, ça, on peut aussi. Bon, ça dépend bien sûr le tram et comment il est plein. Pas toujours simple de lire dans le tram, mais voilà, plutôt écouter du son, du podcast, de la radio. C'est ce qui consomme le moins aujourd'hui. Je crois qu'il y a même un réseau social, j'ai pas le nom, j'ai vu passer. Il y a un réseau social 100% avec de la voix qui est en test dans la Silicon Valley. Donc si je retrouve le nom, je vous le rajouterai. Je sais aujourd'hui, il y a même Twitter qui pense à développer les tweets vocaux. Donc ça peut être une solution de passer par la voix plutôt que par l'image. Alors un exemple de site en éco-conception, vous pouvez aller voir juste le site du Green IT qui est éco-conçu.
vous avez une liste de sites éco-conçus. Peut-être que votre site est éco-conçu et vous ne le savez pas, vous avez des index. Il y a EcoIndex, par exemple, qui permet de mesurer l'éco-conception de votre site. Vous avez ce livre qui est très bien fait. Alors, je vais quand même vous le montrer. Donc, c'est celui que j'ai cité tout à l'heure, c'est l'éco-conception web. Donc, celui-là, c'est le dernier. Donc, qui a été rédigé, publié par Frédéric Bordage et le collectif Green IT. Donc, vous y trouvez aussi des exemples. Mais oui, allez voir le site du Green IT et il est éco-conçu. Et en général, ils ont une liste de sites partenaires où vous pouvez voir à quoi ressemble un site éco-conçu. C'est aussi un site, on en parle aussi dans l'éco-responsabilité, c'est un site de qualité. Aujourd'hui, vous avez des certifications qualité, notamment Opquast, qui est 100% girondin, avec Elis Lohim. C'est une certification que vous pouvez passer, vous pouvez vous former à ça. Et l'éco-responsabilité dans le web, ce n'est pas uniquement la conception, c'est aussi l'accessibilité. Voilà, il y a un certain nombre de normes, je crois qu'il y a 177 pratiques de qualité pour le web. Donc c'est tout ça combiné, bien évidemment, votre site, moins il consomme d'énergie et plus il est éco-responsable, plus il est responsive et plus de toute façon il est éco-responsable, et même aujourd'hui Google a tendance à mettre les sites les plus rapides en haut de son classement. Donc voilà. Mais allez voir le site du Green IT, après vous avez des sites plus ou moins minimalistes, vous avez aussi des sites qui ont l'air normaux et qui sont totalement éco-conçus. Je ne sais pas si j'ai répondu, je vais peut-être vous mettre le... Hop. Je vais essayer de vous mettre... Green IT. Voilà, donc sur le... Je l'envoie à tout le monde. Ça s'écrit comme ça, vous pouvez le taper, puis vous tomberez sur le site pour avoir une idée d'un site éco-conçu. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette partie-là? Je n'en vois plus. On va terminer sur les pratiques. Ah. D'accord. Hop, je referme ma caméra. Donc les usages. Le dernier usage, le moins impactant de tout, je vous l'ai mis quand même. Parce que j'ai réalisé qu'en fait les mails, au-delà d'avoir un poids qui finalement est assez réduit au niveau environnemental, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vraiment l'impression qu'ils culpabilisent en voyant leur boîte mail. J'ai réalisé qu'il y avait aussi beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup même de particuliers, qui avaient énormément de mal à gérer les boîtes mail. Ça en devient une vraie charge mentale. C'est vrai que maintenant, on est obligé d'avoir une boîte mail, ne serait-ce que pour faire une carte grise, avec la dématérialisation croissante, personne n'y échappe. Et à aucun moment, on a reçu une formation à l'école, au collège, surtout nous, nos générations, pour nous apprendre à gérer des boîtes mail, et on se retrouve submergé par des données parfois quotidiennes. Donc c'est vraiment un stress. Donc par rapport à ça, c'est juste pour dire que j'ai créé des ateliers pour apprendre à gérer ces mails. Donc c'est pas vraiment pour lutter contre la pollution numérique, parce que c'est pas en vidant sa boîte mail qu'on agit réellement sur la pollution numérique. Mais par contre, ça peut vous faire du bien au moral d'apprendre à gérer sa boîte mail. Et en même temps, ça permet, n'empêche, mine de rien, ça permet de soulager en termes de données. Les millions de données qui circulent aujourd'hui via ce canal. Alors, optimiser une boîte mail, c'est classer ses mails à l'entrée et supprimer systématiquement les spams. Alors, il existe effectivement des applications qui vous aident à vous supprimer vos newsletters, notamment CleanFox. Je n'ai rien contre CleanFox. Simplement, plutôt que d'utiliser une application, il vaut mieux se remettre en question. Parce que si vous utilisez CleanFox tous les mois, moi j'ai jamais réussi personnellement, ça a toujours bugué, donc j'ai jamais réussi à supprimer la moindre newsletter.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est gratuit. On peut se poser la question, je sais qu'on dit très souvent, ce qui est gratuit, c'est qu'on ait le produit. On peut quand même se poser la question sur toutes ces millions de données qui sont collectées et ce qu'on en fait, enfin ce qu'ils en font notamment, CleanFox. Est-ce qu'ils les revendent? Enfin voilà, le modèle économique, je cherche encore à comprendre. Et puis, ça ne remet pas en question l'usage. En fait, c'est comme le recyclage. Expliquer aux gens que ils peuvent jeter des déchets comme ils veulent et que de toute façon, ce sera recyclé à la fin. Ça a été la grosse erreur de ces dernières décennies sur la lutte contre les déchets. Non, le recyclage, c'est pas la solution miracle. Une application qui vide votre boîte spam, c'est pas la solution miracle. Plutôt à vous de réfléchir et de vous dire, j'ai reçu telle newsletter, est-ce que j'y étais abonné? Oui, non. Aujourd'hui, avec la RGPD, vous pouvez vous désabonner. La prochaine fois que vous souscrivez à un service ou vous achetez un produit, vous allez réfléchir à 2 fois avant de cocher une newsletter. Puis moi, je vous conseille vraiment de les enlever au fur et à mesure, de vous désabonner au fur et à mesure. De toute façon, maintenant, ils sont obligés de vous retirer des listes d'abonnés plutôt que de le faire, plutôt que d'utiliser une application qui le fait et vous remettre enfin voilà, c'est vraiment une remise en question du comportement avant de s'abonner à un produit. C'est pas anodin. Derrière, ça va générer des mails que vous n'allez pas lire. Et puis, gardez aussi les newsletters que vous lisez, bien sûr. On ne multiplie pas les destinataires et on adapte les listes. On évite bien évidemment le fameux répondre à tous avec les pieds jointes et voilà, ça c'est la chose un petit peu agaçante qu'on voit encore beaucoup. Donc vraiment faire attention, faire de la pédagogie autour de soi quand vous voyez ce type de comportement, parce que le mail, pour peu que ce soit un mail avec des pieds jointes, c'est le mail est multiplié autant de fois qu'il y a de destinataires et de répondre à tous. Donc ça peut peser très lourd à la fin. Les pièces jointes légères, on évite bien évidemment photos et vidéos, on privilégie plutôt des liens. Quand on doit répondre et qu'il y a besoin d'une traçabilité, parce qu'il y a aussi pour des besoins professionnels ou administratifs le besoin de conserver les mails, simplement quand on fait répondre, on supprime les pièces jointes. Il n'est pas nécessaire que les pièces jointes pareil, soient trimballées de mail en réponse. Trier, organiser les boîtes mail, ça c'est pour votre morale, plus que pour la planète. Et enfin, nettoyer régulièrement les boîtes mail, c'est un petit peu pareil. Voilà, ça aura plus un impact, je pense, sur votre esprit que réellement sur les millions de data, sur les millions de données qui circulent. Là, pareil, sobriété avant d'envoyer un mail, vous dire que c'est pas anodin. 19 grammes, c'est le poids en CO2 d'un mail avec une pièce jointe. Se rappeler qu'à chaque fois qu'on envoie un mail, ça pollue. Voilà. Peut-être se poser la question 2 fois avant d'envoyer un mail. Peut-être remplacer les mails par d'autres usages quand c'est nécessaire. Envoyer 15 mails pour se donner un rendez-vous, peut-être vaut mieux envoyer des textos. Ça consomme moins d'énergie. Et des fois, on a des mails comme ça qui sont envoyés entre des personnes qui sont dans le même espace de travail. Donc peut-être juste prendre la peine de se lever de son poste et d'aller voir le collègue à l'autre bout de l'open space et ou passer un coup de fil. Donc je sais qu'il y a ceux qui sont complètement... le téléphone, appeler des gens, c'est has-been presque aujourd'hui. Ça peut être très utile et c'est pas très polluant et ça permet de résoudre des situations assez rapidement, notamment pour les prises de rendez-vous. Plutôt que d'envoyer plusieurs mails sur quel jour, quelle heure, quelle adresse, ça peut être beaucoup plus efficace. Il y a des logiciels aujourd'hui aussi et des plateformes pour la prise de rendez-vous, notamment, je cite au hasard, il y a Calendly, mais il y en a beaucoup d'autres. Ça peut, vous envoyez vos plages horaires, les gens se positionnent et ça évite l'envoi de 15 millions de mails pour prendre un rendez-vous. Alors, il y a une question sur la partie mail. Hop. Donc, je vais revenir y répondre. De toute façon, on arrive à la fin. Alors, les messageries instantanées type Slack. Alors, les messageries instantanées, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Consomment beaucoup moins que les emails.
Aujourd'hui, je ne sais pas, j'en trouve pas. Je ne sais pas s'il y a une étude réelle d'impact. Dans tous les cas, ce sera beaucoup moins polluant que l'envoi de mail. Après, ça va dépendre de votre canal. Par exemple, sur les messageries, ça va être plus un problème de protection de données. Mais en termes de pollution, bah pareil, peut-être de temps en temps supprimer les données. Je sais que Slack, par exemple, ne conserve pas les conversations et les archive pas, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres plateformes. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'études d'impact sur la messagerie, mais dans tous les cas, c'est beaucoup moins polluant que des mails. Donc effectivement, privilégier ce type de messagerie, WhatsApp, enfin il y en a plusieurs, hein, il y a Telegram, il y a Slack, peut-être éviter Facebook accessoirement parce que du coup les messages restent, même quand vous les supprimez, ils les gardent pendant très très longtemps avant de les supprimer de leur base de données. Donc oui, c'est toujours moins polluant ce type de messagerie. Après, en chiffres, je les ai pas. Donc je vais voir s'il y a eu des mises à jour. On m'a posé la question il y a une semaine, j'ai un petit peu cherché, mais j'arrive pas à voir le chiffrage exact du poids des messageries instantanées. Donc si quelqu'un les a ou a vu passer l'info, je la veux bien. Mais dans tous les cas, c'est beaucoup moins polluant. C'est ce qui est conseillé d'ailleurs hein, dans tous les guides d'éco-conception. C'est plutôt d'utiliser les messageries type Slack, WhatsApp, Telegram ou autre, plutôt que d'utiliser des mails. Est-ce que j'ai répondu du coup pas tout à fait à la question? Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur cette partie-là des usages? Hop. Parfait. Alors, je recoupe ma caméra. On va voir la dernière partie. On est à la fin. Alors, réduire l'impact de la communication. Donc, ça rejoint un petit peu tous les usages toutes les notions qu'on a vues avant dans la sobriété. Donc, forcément, on opte pour une éco-communication interne-externe. Donc, on facilite la lecture en ligne pour éviter les impressions. On prévoit une version imprimable, notamment sur les sites web, ou prévoir le petit PDF à télécharger si on a besoin de l'imprimer. Puisqu'aujourd'hui, il y a eu des études qui ont été faites sur le papier vs le numérique, et le numérique n'est pas forcément le plus éco-responsable. Notamment si vous passez plus de 3 minutes à lire un document en ligne, en étant connecté bien sûr, pas sur un disque local, c'est plus intéressant d'imprimer ce document. Bien sûr, si c'est 500 pages, vous n'imprimez pas les 500 pages, on est d'accord, à moins que vous ayez à les relire régulièrement, bien choisir la partie qui vous intéresse. Et si c'est un document que vous allez revoir régulièrement en ligne, il vaut mieux l'imprimer. Par contre, du coup, prévoir la version imprimable, notamment sur les sites. Aujourd'hui, les mails, les concepteurs, enfin les boîtes mail le proposent. Vous pouvez télécharger votre mail en version PDF et vous pouvez en plus enlever les pubs, les images et garder vraiment que la version imprimable éco-responsable. Et bien évidemment, privilégier la communication digitale éco-responsable. De ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est le concept de low content. C'est-à-dire publier moins pour publier mieux, avoir une vraie stratégie de communication, y compris sur les réseaux sociaux, même si aujourd'hui les algorithmes nous poussent à publier toujours plus. Vous avez la possibilité d'avoir en connaissant au mieux vos clients, les heures auxquelles ils sont connectés. Voilà, en faisant vraiment une stratégie. Il y a des professionnels aujourd'hui de la communication digitale, des community managers qui sont spécialisés là-dedans et il faut y tendre. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus communiquer, ça ne veut pas dire que, parce que la communication, voilà, pour vendre un produit, dans l'entrepreneuriat, on est obligé de communiquer sur ce qu'on est. Surtout quand on n'a pas de boutique, même aujourd'hui, quand on a une boutique, ça ne suffit plus. Il faut avoir une présence digitale, peut-être avoir la présence la plus efficace possible. Donc communiquer au bon moment pour les bonnes personnes en ciblant bien ses clients et en publiant moins mais mieux. Peut-être leur donner rendez-vous une fois par semaine, ils savent qu'en allant sur votre page, le mardi midi, ils ont une info.
voilà, ça peut être des idées d'éco-communication, mais c'est revoir totalement sa stratégie et sa façon de voir et revenir à la sobriété vraiment sur l'essentiel. Concernant le print, on change aussi ses habitudes chez l'imprimeur. Si vous imprimez pas chez vous, ça c'est important. De choisir les formats standards pour minimiser les chutes de papier, optimiser les mises en page, éviter bien évidemment les glaçages, voilà, utiliser au maximum le papier recyclé ou recyclable. On estime au plus juste la quantité et on choisit bien son imprimeur. Bon, ça je vous en ai parlé dans la première partie. Aujourd'hui, il y a énormément de labels concernant les imprimeurs. C'est vraiment un domaine qui a beaucoup évolué en éco-responsabilité. Donc vous pouvez avoir de très bons imprimeurs qui utilisent des qualités d'encre végétale, qui utilisent du papier recyclable, qui recyclent leur encre, leur tonnerre. Voilà. Aujourd'hui, sur ce domaine-là, on est plutôt bien avancé. Voilà, sur la partie communication, je ne vais pas aller plus en avant. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez vous informer. Alors, vous avez l'ADEME qui a fait un dossier qui est très intéressant qui s'appelle la face cachée du numérique dans ses publications. C'est une des références d'études qui a été faite. Donc, c'est intéressant à aller relire ce document. Ne pas hésiter à suivre le collectif Green IT. Leur site, leurs publications, ils sont assez actifs sur les réseaux sociaux aussi, Twitter ou LinkedIn. Voilà, ils ont des données chiffrées, des études. Vous allez avoir des données de qualité et de vraies études. Le Shift Project, pour avoir des études, ils analysent vraiment, ils ont des projections aussi sur l'avenir. C'est vraiment très très intéressant si vous voulez en savoir plus. L'Institut du numérique responsable, qui vient d'ailleurs de créer un MOOC sur la sensibilisation à la sobriété numérique. Donc il y a eu une première version qui était assez courte. Et là, ils ont sorti le MOOC un petit peu plus complet. Je crois qu'il fait 14 heures. Enfin, il est vraiment hyper intéressant. Je vous le conseille si vous voulez, pratiquer un petit peu plus et approfondir le sujet. Ne pas hésiter à se former, que ce soit des workshops, les formations. Vous avez la formation, je vais le redire, PopQuest, sur la qualité web, sur l'éco-conception. Ça commence à arriver dans les écoles de com, dans les écoles qui forment les web designers. C'est encore très timide. Mais ça commence. Peut-être aussi le rôle des professionnels de pousser un petit peu, de dire oui, voilà, on voudrait aller dans ce sens. Et puis ça va être aussi, c'est aussi d'ailleurs déjà un petit peu l'attente des clients. Donc on a un peu de chance que ça évolue dans le bon sens. Et puis pas hésiter à vous faire accompagner par des structures, voilà. Si vous souhaitez aller plus loin. Je vous laisse mes contacts. Bon, je reste à dispo. Je suis sur les réseaux sociaux, Facebook, un petit peu partout, même si je ne suis pas active partout, parce que je suis très slow content. Donc voilà, je publie vraiment le minimum. Mais je vous réponds volontiers si vous avez d'autres questions qui vous viennent. Bien évidemment, la présentation, on ne vous l'a pas dit au début, je vais vous la laisser en version PDF. Donc vous pourrez la reconsulter avec les petites checklists si ça peut vous aider. Donc là, c'est vraiment un condensé en 1 heure. Hop. Je vais quitter ça. Et je vais revenir là. Voilà, donc en 1 heure, c'est un peu court pour, c'est des thématiques qu'on aborde en général, c'est des ateliers pratiques qui font au minimum 2 heures. Les formations, elles font 5-6 heures, ne serait-ce que sur la sensibilisation à la sobriété numérique. Voilà, j'ai vraiment essayé de vous faire un petit concentré des premières pratiques. Ce qu'il faut retenir, si je dois résumer, c'est agissez d'abord sur votre matériel, votre téléphone, votre ordinateur, comment le garder le plus longtemps possible. Si vous avez un achat à faire l'achat le plus responsable possible. Est-ce que vous êtes obligé d'acheter du neuf? Vous pouvez aussi imaginer que vous allez acheter du neuf pour le faire garder le plus longtemps possible. C'est aussi une stratégie qui s'entend. Et de se dire, écoutez, je l'achète neuf et je vais en prendre soin pour qu'il dure très très longtemps. Ça peut s'entendre aussi. Et puis sur les usages, surtout la vidéo. Voilà, c'est l'enjeu, je crois, des années à venir. Le confinement n'a rien aidé, puisque tout le monde est passé en visio, tout le monde a fait de
de la webconférence, des formations en distanciel. Donc ça a été un petit peu, voilà, c'est parti un petit peu dans tous les sens. Netflix s'est frotté les mains puisque les gens étaient chez eux et on passait beaucoup d'heures à regarder peut-être des reportages très très intéressants. Hein. Encore une fois, j'ai rien contre Netflix. Voilà, simplement, surtout éviter de le regarder sur votre téléphone en réseau mobile. Et ensuite, les autres usages, si vous arrivez à adopter les bonnes pratiques, c'est bien, mais que ça ne devienne pas une charge mentale. Voilà, il ne faut vraiment pas que ça devienne autant agir sur les vrais leviers d'action. Imaginons que cette année, vous vous concentrez sur le matériel, faire attention à la vidéo, et puis le reste des habitudes vont venir petit à petit. Voilà, ne vous focalisez pas, surtout pas sur les boîtes mail. Voilà, ça c'est aussi le message que je voulais faire passer. C'est pas ça qui va changer les choses. D'ailleurs, il y a sur la sobriété numérique de Frédéric Borlage que je vous conseille. Je vous mettrai aussi les livres références si vous avez envie de faire un petit peu de lecture. Et supprimer ces mails, c'est la première fausse bonne idée. Voilà, qui cite page 181, puisqu'effectivement, ce qui consomme le plus quand on écrit, quand on parle des mails, c'est les écrire et les envoyer. Le stockage est infime. Donc voilà, déculpabilisez-vous. Si votre boîte mail déborde, c'est pas grave, tout va bien. Alors, je vais lire les dernières interventions. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment par le chat. Il nous reste 5 petites minutes. Donc, si vous avez d'autres questions. Alors, sachez que sur les ateliers, sur les mails notamment, si c'est vraiment un problème pour vous, je vous en parle quand même. Je fais des ateliers en présentiel, puisque j'ai beaucoup de mal avec le distanciel. Je le fais vraiment quand j'ai pas le choix. Donc, ce mois-ci, je reprends des ateliers en présentiel, en petits groupes, avec bien évidemment le respect des normes sanitaires. Il n'y a pas de souci. Donc, il y en aura un le 13 octobre à la ressourcerie Bordeaux, au 21 cours du Chapeau Rouge, sur la gestion des mails. Et j'en fais 2 autres à la fin du mois, à l'Oasis Coworking, donc ça vous pouvez le retrouver sur ma page, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ne pas hésiter, et puis si vous avez un besoin particulier, je reste à dispo, ne pas hésiter à me faire part de vos besoins, sachant que les formations du coup prises en charge, puisque le centre de formation est datadocké, le catalogue arrive au courant du mois et seront disponibles à partir du mois prochain. Donc vous avez aussi la possibilité de vous former à ces questions du numérique responsable. Bon, mais j'ai pas d'autres questions. Écoutez, c'était un plaisir en tout cas d'animer cet atelier. C'est un petit peu bizarre de le faire effectivement en visio, donc toujours on est un peu dans la dissonance cognitive, parler de sobriété numérique en visio, mais bon, l'essentiel c'est que le message passe. C'était notre challenge et Léa, tu l'as superbement relevé. Bon, parfait. Merci beaucoup de ton animation et du contenu que tu nous as partagé. J'espère que ça a donné des pistes de réflexion à nos participants. S'ils veulent revoir l'enregistrement, il sera partagé sur le blog de la PACOM. J'en profite pour vous donner 2-3 dates importantes pour la PACOM. Donc, notamment, il y a un Welcome After mercredi au Mama Works qui vous permet de faire des rencontres, de contacts professionnels entre membres et non-membres de la PACOM. Et puis après, on a une communication de crise du 18-20 le 15 octobre. Un rendez-vous sur communication de crise, une compétence d'avenir. Et puis surtout, on a les trophées, la galerie 7.5, donc c'est ce qui remplace nos trophées 2020 au vu des circonstances. Une parenthèse inédite qui a été portée par la PACOM et par nos amis de Toulouse. Donc, il y a encore jusqu'à mercredi, je crois, pour déposer des dossiers. C'était aussi une façon de
valoriser ce qui a été fait pendant cette période un peu trouble. Donc, n'hésitez pas à le faire si vous avez encore la possibilité. Je remercie tout le monde d'avoir pris le temps et puis je vous souhaite une très belle soirée. Merci Léa et puis à bientôt. À très bientôt. Bonne soirée à toutes. Bonne soirée.